Voilà, donc c'est parti. Alors je vais juste vérifier. C'est bon, le stream est toujours là, parfait. Ok, donc j'enregistre et c'est parti. Donc aujourd'hui on va traiter donc un peu de cours sur le traitement de données en table. Donc on a fait une première, on va dire, initiation mardi en TP sur le traitement justement, enfin sur la manipulation de base de ces données en table. Alors ici ce que je vous ai mis c'est donc les objectifs justement du programme, hein. Donc les indexations de table, donc importer une table depuis un fichier texte tabulé ou un fichier CSV, donc ça on a déjà travaillé sur ça notamment en utilisant le tableur, enfin on est parti de Notepad d'un fichier texte pour l'enregistrer dans un fichier CSV que nous avons qu'on a ouvert à l'intérieur justement d'un tableur. Donc est utilisé un tableau doublement indexé, donc ça, tableau doublement indexé, c'est ce qu'on appelle une liste de listes, hein, ou un tableau de PUPlay, donc ça nous on s'en est pas servi, pardon, ce sont les dictionnaires qui partagent les mêmes descripteurs. Ok, donc on a vu justement en TP les deux méthodes. Alors ensuite, quels sont les objectifs justement, on va dire en termes de contenu? Alors là on est un tout petit peu plus dans l'algorithmique, je répète. L'objectif c'est de préparer un tout petit peu le terrain pour l'année prochaine où on aura un cours de base de données. C'est donc dans la suite, on va dire logique a priori de tout ce qui est technologie du web. Quand vous avez en fait un site avec un certain nombre avec énormément de données, en fait il faut pouvoir manipuler ces données correctement et en général ça se fait justement dans des bases de données. Donc là c'est une première introduction au niveau de la première. Donc quels sont les objectifs que vous devez maîtriser? C'est d'abord rechercher dans une table, donc aller ce qu'on appelle couramment des requêtes quand on fait la base de données. Donc rechercher les lignes du table vérifiant des critères exprimés en logique propositionnelle. Donc ça c'est un terme un peu barbare, mais voilà, je vous donnerai un exemple justement dans le cours. Donc ici, la recherche de doublons, les tests de cohérence d'une table sont présentés, etc., etc. Donc ensuite, ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est le tri d'une table et comment fusionner justement des tables. Ok. Donc par exemple dans un tableur vous avez cette fonction de tri et l'objectif c'est non pas de l'utiliser mais plutôt de la programmer. Ok, voilà pour les objectifs de ce chapitre. Voilà en fait c'est ça que vous devez maîtriser, hein. Donc un petit peu d'histoire. Donc en 1978 Daniel Bricklin, étudiant à Harvard, devait établir des tableaux comptables pour une étude de cas sur Pepsi Cola. Donc plutôt que de calculer à la main, il préféra programmer un tableau noir et une craie électronique selon sa propre expression. Donc son premier prototype pouvait manipuler un tableau de 20 lignes et 5 colonnes. Alors peut-être que pour vous ça paraît dérisoire, mais à l'époque effectivement c'était quand même, on va dire, précurseur. Donc en janvier 1979, avec Bob Frankston, son associé, il lance la commercialisation de VisiCalc, donc Visible Calculator. C'était vendu à l'époque 100 $ et en fait c'était l'ancêtre, on va dire, du tableur. Ok. Alors ensuite, là ici, je vais parler un tout petit peu de ce qu'on appelle les données. Donc là, on est un peu moins dans un cours, enfin c'est un cours d'informatique, mais on est un peu plus sur, on va dire, utiliser l'informatique avec responsabilité. C'est comme ça que c'est formulé en tout cas dans les programmes. Donc généralité sur les données. Donc qu'est-ce que c'est qu'une donnée, ou ce qu'on appelle data en anglais? C'est une valeur, donc en général c'est pas forcément un nombre, ça peut être un nombre, une chaîne de caractères ou quelque chose comme ci, mais c'est une valeur attribuée à une entité pour la décrire. Donc qu'est-ce que je peux avoir comme entité? Ça peut être un objet, ça peut être une personne, un événement, une date, enfin là, etc., etc. Par exemple, vous dans Pronote, vous avez beaucoup de données qui vous concernent. D'ailleurs, Pronote fonctionne essentiellement justement, alors c'est pas du CSV, enfin je ne sais pas si c'est du CSV, mais c'est de la base de données qui est gérée derrière, très clairement. Donc vous avez votre nom, première donnée, vous avez votre prénom, vous avez votre date de naissance, vous avez qu'on a la date d'entrée dans l'établissement, la classe également, ensuite toute la liste des options, etc., etc. Ok. Donc une donnée peut être élémentaire ou complexe. Ce qu'on appelle une donnée élémentaire, c'est une caractéristique de base, donc un nom, un numéro, etc. Cette donnée est caractérisée par un descripteur qui permet de donner le format dans lequel cette donnée est représentée. Ok.
Et ensuite, une donnée complexe, une donnée complexe est constituée de plusieurs données élémentaires. Donc on a déjà vu des structures de données complexes, en l'occurrence, d'accord, étant essentiellement au programme de la classe de première, les listes et les dictionnaires. Donc les données constituent la matière première de toute activité numérique. Ces données ne sont cependant pas permanentes et possèdent un cycle de vie bien défini, comme le montre la figure suivante. Donc ici, hop, donc je vais devoir. Donc ici on a 6 étapes, mais quelles sont ces 6 étapes justement sur les données? Donc la première chose, c'est de les collecter, ces données. Par exemple, ces données peuvent être récupérées à l'aide d'un formulaire que vous avez programmé, on va dire, avant les vacances. Deuxième chose, c'est le traitement et le partage. Donc, étant donné la grande quantité de données, il est indispensable de les traiter et de les partager aux différents acteurs afin de préparer leur analyse. Ensuite, on va analyser ces données, donc ça va permettre de donner du sens afin de mettre en place des actions. À l'issue de cette phase, on parle d'information. Ok, ce ne sont plus des données brutes, on a fait une analyse justement de ces données. Si je prends le résultat au QCM que vous avez fait, alors j'ai pas encore fait l'analyse, j'en suis à la phase de collecte, là encore aujourd'hui, avec ma mauvaise manipulation. Mais pour les terminales, donc j'ai transféré dans un fichier Excel et ensuite j'ai commencé à traiter les données, justement, à savoir les analyser, quelles étaient les réponses, le pourcentage de réponses en fonction des différentes possibilités, etc., etc. Ensuite, il faut les sauvegarder, donc on est obligé de garder ces données justement pour pouvoir les restaurer à l'identique en cas de panne ou de perte d'un support de stockage. Un archivage, les données doivent être conservées uniquement pour la durée nécessaire à l'opération pour laquelle elles ont été recueillies et traitées. Alors hop, il y a quelqu'un qui me parle, je ne vois pas l'écran, Jordan. Alors c'est pas grave Jordan, puisque du coup, a priori, bon, si vous avez des problèmes de connexion, moi j'enregistre ce que je suis en train de raconter. Donc vous pourrez le voir juste après. J'en ai pas pour très longtemps, on en a pour 1 heure de cours, de manière générale. Ok. Et donc ensuite la destruction, toutes ces données, on ne peut pas les stocker à l'infini, on en a besoin au bout d'un moment de les supprimer. Ok, bon, c'est des problèmes de connexion, écoutez, je peux pas, je ne suis pas magicien, donc je répète, j'enregistre la vidéo et vous regarderez cette vidéo a posteriori. Ok. Alors ensuite, je vais parler on va parler justement de sujets qui sont d'actualité en ce moment pour les classes virtuelles. On va parler de données personnelles. Donc nous, on est sur Discord. Évidemment, ça fait partie des plateformes qui ne sont pas reconnues par l'éducation nationale. Voilà, donc je vais décrire un tout petit peu justement pourquoi. On va le voir petit à petit. Donc qu'est-ce qu'on appelle une donnée personnelle? Donc une donnée personnelle, c'est une donnée qui identifie directement ou indirectement une personne physique. D'accord? Donc les données personnelles que vous avez sur Discord, c'est par exemple votre adresse mail. Une adresse mail, les données personnelles, il faut savoir que ça se monnaie, ça se vend. Alors c'est vrai qu'en SNT, vous n'avez pas suivi les cours de SNT pour vous parce que vous êtes les premiers à voir, les premiers à vivre cette réforme. Mais les élèves de SNT, on a pas mal travaillé sur ce genre de considération là, justement, à savoir que sur toutes les applications gratuites, alors je vais caricaturer, mais toutes les applications gratuites, soi-disant gratuites, en réalité, il faut bien payer les gens qui travaillent dans ces entreprises. Et la plupart du temps, d'où vient l'argent? Alors il y a deux possibilités, soit c'est la publicité. Je vais prendre un exemple comme YouTube, où YouTube c'est quand même pas mal, Deezer c'est pareil. Alors il y a des gens qui s'inscrivent quand même à ce genre qui payent quand même des abonnements, mais la version gratuite, la majeure partie c'est quand même des ressources, en tout cas des revenus, ça vient de la publicité.
Et la deuxième manière aussi de gagner de l'argent, c'est de monnayer justement ces données personnelles. Donc quand vous connectez en fait sur une plateforme, peu importe, vous rentrez très souvent un nom, un prénom, bon ça à la rigueur c'est pas trop compliqué, mais ensuite vous rentrez une adresse mail. Et donc une adresse mail, eh ben, ça a un prix, ça se revend justement à d'autres entreprises qui ont besoin justement de faire des analyses ou des données ou de la publicité ou ce genre de choses. Et ces données personnelles, elles ont un prix. Alors évidemment, une seule adresse mail, ça n'est pas grand chose, hein, ça vaut pas grand chose, mais quand vous en avez des dizaines de milliers, eh ben, vous pouvez justement commencer à gagner de l'argent. Okay, donc là, en l'occurrence, le premier problème quand on utilise Discord, c'est que vous êtes identifié par une adresse mail qui est personnelle, qui n'est pas fournie en l'occurrence par l'éducation nationale par exemple. Donc cette première donnée personnelle, ben là déjà ça pose un problème. Ok ? Donc les données personnelles sont protégées dans tous les États membres de l'Union européenne par une loi informatique et liberté. Donc en effet, depuis 2018, on a un système qui s'appelle Règlement général de la protection des données, qu'on appelle couramment le RGPD, oblige tout organisme qui collecte des données à prouver la nécessité de cette collecte, à protéger les données recueillies et à être plus transparent sur leur utilisation. En l'occurrence, Discord, il y a un article comme quoi il était compatible avec le RGPD, mais bon, c'est quand même un petit peu louche dans la manière dont les données sont utilisées. Alors, il y a des données qui sont, on va dire, qui sont tout à fait compréhensibles, mais le gros problème, c'est qu'on n'a aucun retour sur la manière dont les données sont utilisées derrière. Voilà. Donc, je caricature, mais c'est un peu ça. Et ça en fait d'ailleurs ce qu'on appelle un logiciel espion. Donc en France, l'autorité compétente est la Commission nationale de l'informatique et liberté, que vous connaissez sans doute au moins de nom, ce qui s'appelle la CNIL. Okay, donc elle est chargée de veiller à la protection de l'identité humaine, des droits de l'homme, de la vie privée et des libertés individuelles. Okay, alors ce qui pose problème avec Discord, c'est pas le fait que vous soyez sur Discord dans votre temps normal, c'est le fait que justement dans le cadre d'une classe, on utilise Discord. Bon. Voilà, moi je suis tout à fait conscient des problèmes que ça pose. Voilà. J'en dirai pas plus. Alors, ensuite, les données personnelles et leur protection. Okay, donc les données utilisées pour une application sont souvent très nombreuses. Il est donc nécessaire de les organiser pour pouvoir les utiliser de manière efficace. Lorsque des données partagent les mêmes descripteurs, on les rassemble dans une collection, ce qu'on appelle une collection. Donc par exemple, l'ensemble de tous les noms, on va dire, des élèves du lycée. Donc on les présente souvent sous forme de table, alors qu'on appelle table, c'est en fait un tableau, hein. Donc les colonnes représentent les descripteurs. Hein, si je regarde ici l'exemple, donc là les premières colonnes ce sont tous mes descripteurs, c'est le nom en fait de la colonne si vous voulez, et les lignes représentent les données. Donc ça n'est pas très, comment dire, pour vous ça n'est pas très nouveau, parce qu'en fait dès que vous faites des tableaux, indépendamment de l'informatique d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Donc la valeur de cette donnée se lit donc à l'intersection de la ligne et de la colonne. Hein. Donc de façon générale, lorsqu'on peut classer les données sous forme de table, on parle de données structurées. Lorsqu'on regroupe ces collections de données reliées entre elles, on parle de base de données. Donc là ici j'ai juste une donnée structurée, je n'ai pas de relation justement avec plusieurs... En fait quand j'ai plusieurs tables de ce type là qui sont reliées les unes aux autres par des relations qui sont en général logiques, si vous voulez je vais prendre un exemple, mais dans là ici j'ai Tintin, son dessinateur c'est Hergé, dans une autre table c'est pas possible d'avoir Tintin et comme dessinateur Jacobs. Bon, je caricature, mais en fait il faut qu'il y ait une certaine compatibilité des données les unes avec les autres. Donc une base de données c'est représenté dans un format spécifique qui fait apparaître les collections, donc sous forme de table, et les liens entre ces collections. Donc là je vous donne un exemple ici en fait dans cette image relativement très simple justement de ce qu'on peut appeler une base de données, qu'on appelle relationnelle justement. Donc ici vous avez un identifiant, ensuite vous avez un login et un mot de passe qui est évidemment ici caché.
Ensuite, ici, là, on a donc même chose, un identifiant avec... alors ça, c'est en général quelque chose qui est systématique. Vous voyez, dans les 3 tables, ici, j'ai un identifiant. Donc j'ai un numéro d'identifiant. Là, j'ai une date. Alors c'est des parties à un jeu, imaginons. Donc là, j'ai la date de la partie, l'heure et le score atteint, justement. Et ici, on a un tableau des meilleurs scores obtenus par les utilisateurs. Voilà. Ok. Et évidemment, j'ai des relations qui sont les unes avec les autres. C'est-à-dire que par exemple, alors là, il y a des couleurs, mais comment dire, les records sont, correspondent tout simplement au maximum des scores pour un identifiant. Donc vous voyez qu'on pourrait considérer que cette table, justement, soit calculée automatiquement à partir de la table complète des parties. Voilà. Donc ça, c'est dans les principes. Alors maintenant, évidemment, quand vous avez des données et des formats et donc des données, il faut en fait les comment dire, les stocker dans des formats particuliers. Donc on a vu le premier format mardi en TP, c'était le format CSV. Donc je rappelle, CSV c'est Comma Separated Value, et un format qui s'appelle, alors je sais pas comment ça se prononce, JSON, voilà. Bon, je le prononcerai comme ça pour le cours, si c'est pas tout à fait le cas, vous me corrigerez. Donc d'abord le format CSV. Donc dans un fichier au format CSV, les données sont présentées dans un fichier de texte, donc c'est ce qu'on a commencé à manipuler, dont les descripteurs sont séparés par des caractères spécifiques. Donc en général, les plus communs, ce sont soit la virgule, soit le point virgule. En l'occurrence, Léonore, la dernière fois, vous aviez un problème justement d'importation du fichier à cause de ça. Donc il fallait bien paramétrer justement votre fichier CSV pour obtenir des séparateurs en point-virgule et pas en virgule. Ou alors si vous mettez des virgules, évidemment le code derrière en Python, il doit tenir compte justement de ces séparateurs. Donc là je vous donne un autre exemple, un exemple beaucoup plus pratique. Donc ici j'ai un nom, un prénom, un login, un mot de passe et ensuite une distribution dans un des services. Okay, avec 4 exemples de données. Voilà. Alors, les fichiers CSV peuvent être convertis sous forme de tableau, notamment via un tableur, donc comme LibreOffice. Cette fois-ci, je me suis pas trompé, j'ai pas mis OpenOffice. Alors, je crois que ça s'appelle Calc, mais je suis pas convaincu, je sais plus s'il y a le C ou pas dans le nom. Ou alors, Excel également fonctionne de la même manière. Mais bon, ces fichiers étant libres, c'est quand même mieux de les avoir. C'est pour ça que c'est ceux-là que vous avez sur vos ordinateurs de la région. Donc une fois que j'ai converti sous forme de tableau, ça permet justement d'organiser et de trier ces données. D'accord ? Donc dans un tableur, vous avez énormément d'outils qui sont déjà programmés. Et donc l'objectif, vous, en NSI, n'est pas d'utiliser un tableur. Ça c'est plutôt... enfin voilà ce que vous avez fait d'ailleurs au collège a priori ou en technologie. Mais l'objectif c'est plutôt d'aller programmer justement un certain nombre de ces fonctions. Voilà, donc ça, ces deux fichiers, ce sont exactement les mêmes. Ça c'est la version texte, donc CSV de base, et ça c'est la version table. Alors il existe un deuxième format, donc JSON, ça veut dire, c'est l'acronyme de JavaScript Object Notation. Donc dans les fichiers au format JSON, les données sont présentées dans un fichier texte en utilisant la syntaxe de... Ah, il me manque un mot là à l'intérieur. Donc d'un langage de programmation, que JavaScript, que vous connaissez. Donc l'intérêt du format JSON, c'est qu'il permet un stockage de données plus complexe que celles présentes dans un fichier CSV. Donc il associe des paires de descripteurs valeurs séparées par le caractère 2 points. Donc là on a une syntaxe qui est très proche des dictionnaires en Python justement. Et donc chaque paire est séparée de la suivante par le caractère virgule. Ok, donc là j'ai un petit exemple. Donc vous voyez, vous avez le descripteur, sa valeur. Ici un deuxième descripteur, sa valeur. D'ailleurs il manque une virgule là à cet endroit là, sur cette image. Ensuite encore un descripteur, sa valeur, et là où il y a une grosse différence par rapport au fichier CSV, parce que là pour l'instant on pourrait avoir exactement la même chose, mais ici j'ai un descripteur qui s'appelle trait,
Et à l'intérieur de ce descripteur, et ben en fait, mon descripteur est composé d'une donnée complexe, si vous voulez, à savoir 2 descripteurs et 2 valeurs. Donc la quatrième valeur de l'exemple ci-dessus est une donnée imbriquée qui comprend 2 paires de descripteurs valeurs. Donc on peut ainsi imbriquer les objets à l'infini. Donc en fait, dans ce format, on a plus de possibilités que dans le format CSV. Donc on voit très bien que l'on ne peut pas présenter ces données complexes sous la forme d'une seule table, puisqu'il est impossible de représenter le quatrième descripteur. Si vous voulez, en fait, ce que vous avez ici, à l'intérieur d'un format unique, vous avez en fait ce qui se passait là tout à l'heure, quand on parlait de base de données relationnelles. On peut avoir justement des descriptions beaucoup plus complexes et de la manipulation justement d'objets plus compliqués. Donc ce format est souvent utilisé pour récupérer ou échanger des données sur Internet. Donc le fichier JSON se rapproche donc plus d'une base de données. Donc on pourra toujours faire correspondre un fichier CSV à un fichier JSON. D'accord. Par contre, la réciproque, elle est fausse. Alors, il y en a un qui a son micro allumé. Tiens, ça fait... et qui nous parle. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait générales. Et voilà ce dont je voulais parler essentiellement aujourd'hui. Alors, je vais quand même prendre un tout petit peu d'avance sur le cours. Notamment, ça permettra de compléter justement ce que vous avez fait déjà mardi et que vous êtes censé rendre pour mardi prochain. Donc sur le TP. Donc sur le traitement des données structurées. Donc le traitement des données consiste à effectuer sur les données structurées des actions ou des combinaisons d'actions afin d'obtenir un ou plusieurs résultats, donc ce qu'on appelle des informations, correspondant à un besoin précis. Donc ces actions peuvent être de nature complexe, il s'agit cependant dans la majorité des cas d'actions élémentaires comme l'affichage, donc on peut aller rechercher des données, des informations, le tri et le filtrage. Donc on peut traiter ces données à partir du tableur, mais il est important de comprendre comment ces fonctions peuvent être programmées. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans cette partie, on prendra comme données, alors un fichier, il y a énormément de données sur, même sur les sites du gouvernement, donc .gouv.fr. Donc là, c'est un fichier de l'INSEE correspondant à la population française au 1er janvier 2019, donc issu de l'INSEE. Ok. Alors attention, c'est pas le fichier, on va dire, c'est pas le fichier original. Vous pouvez tout à fait aller le télécharger. En fait, c'est un fichier où vous avez toutes les données de 1975 à 2020, je crois qu'il y a 2020 déjà. Voilà, de toute façon on le verra après parce que c'est dans le nom du fichier. Et donc ici, cette partie, c'est pas le fichier original, c'est un extrait du fichier, parce que ici il y a plein de regroupements qui ont été refaits, etc., pour enlever un certain nombre de données superflues. Ok. Donc dans cette partie-là, j'utiliserai en fait cette image-là. On va considérer qu'on a ce fichier-là, et c'est à partir de ce fichier justement que j'ai écrit les morceaux de programme. Donc pour traiter donc ces fichiers CSV en Python, on utilise la bibliothèque CSV que vous avez déjà utilisé mardi. Alors ce que je vous ai mis, qui va pouvoir vous intéresser à mon avis pour toutes les questions que vous posez sur les détails, on va dire, techniques de cette bibliothèque. Dans le cours, je vous ai mis un petit lien. En fait, il faut que vous preniez l'habitude justement d'y aller sur cette documentation. Donc c'est la documentation Python officielle. Donc là, j'ai mis un lien pour la documentation en fait correspondant à la bibliothèque CSV. Mais donc vous avez ici en fait l'intégralité de toutes les fonctions possibles. Alors fonctions ou méthodes, bon ça à voir. Donc la première que nous avons utilisée, par exemple, CSV Reader. Alors d'autant plus que cette documentation est en français. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'en général c'est pas toujours le cas. La plupart des documentations sont en anglais. Mais vous avez donc l'intégralité. Ici, ce qu'on a donc, c'est le prototype de la fonction ou de la méthode. Alors, méthode, c'est un peu hors programme, c'est plutôt du niveau de la terminale. Mais en fait, il s'avère que ce sont quand même des méthodes.
Mais donc vous avez voilà, la description de toute cette fonction et également un exemple justement d'utilisation, ok, etc., etc. Voilà, donc il y en a beaucoup. On a vu celle-ci aussi en termes de dictionnaire. Bon, je vais pas parler de dictionnaire pour l'instant, parce que dans le cours c'est pas nécessaire, c'est plutôt dans le TP où on va traiter les deux parties. Voilà. Donc si ça vous intéresse, donc le stream est toujours là, c'est parfait. Donc n'hésitez pas à aller dans cette documentation, d'aller chercher justement toutes les fonctionnalités ou les détails des fonctions que vous pouvez que vous utilisez, ou dans les exemples justement de ce qu'on a à faire. Alors je vais donc reprendre deux petites parties en termes de programmation en Python. La première chose, c'est l'importation des données. Donc l'objectif, c'est d'extraire ces données puis de les enregistrer dans une liste composée de listes, de tuples ou de dictionnaires. Donc là ici je vous donne un exemple. Alors contrairement à ce qu'on a fait la dernière fois, alors il ne faut pas oublier, c'est pas parce qu'on voit des nouvelles notions qu'il faut en fait oublier ce que vous savez faire en termes de programmation. Donc là ici j'ai écrit ça sous forme de fonction, d'accord. Voilà, donc je l'ai appelé importation. Alors je vous ai quand même rajouté évidemment l'importation de la bibliothèque, au cas où ce soit pas clair, mais voilà. Donc importation, ici en fait ce que j'ai mis comme argument, alors ça c'est ce que j'ai fait moi, c'est pas une obligation, il y a plusieurs manières de voir les choses, mais ce que je passerai en argument, c'est donc une table a priori qui est plutôt vide au départ. Et ensuite, ce que renvoie ma fonction à la fin. D'ailleurs, là, il y a un tout petit problème d'indentation. En fait, bon, ça fonctionne, je l'ai testé, il n'y a pas de problème. Hein, mais en réalité, le return table, il pourrait être tout simplement à la première indentation, pas ici. Hein. Voilà, donc l'objectif, si vous voulez utiliser justement cette fonction importation, il faut donc déclarer une table vide en mettant crochet ouvert, crochet fermé, et ensuite vous écririez table égale importation de table, qui vous permettrait justement de la remplir avec, alors ici le nom du fichier ne fait pas partie des arguments, mais je pourrais tout à fait imaginer le passer en argument. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne, d'accord, pas quelque chose de forcément trop compliqué. Donc sur cette syntaxe, hein, ici, c'est quelque chose, quand vous regardez sur la documentation, c'est la manière d'utiliser justement d'utiliser la bibliothèque CSV. Donc ici, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que à cet endroit-là, justement, ça, c'est le nom du fichier, de mon fichier en CSV, qui, je le rappelle, doit être dans le même fichier que le format, que le programme Python, pardon. Ici, ça, c'est les séparateurs, justement, de lignes. Alors première chose, donc j'utilise ici la méthode CSV Reader qui va me permettre de lire justement le fichier CSV. Alors ce que je vous ai dit mardi, c'est que ce format ici, hein, de cet objet qu'on appelle Reader, c'est une variable tout simplement, le format ici est un format assez compliqué. Hein. Si vous allez regarder justement dans la description sur la documentation, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur de cette variable, d'accord. Mais bon, en utilisant cette méthode, moi ce qui nous intéresse, c'est quels sont les arguments justement à utiliser. Donc là, ici, c'est quelque chose qui ne va pas changer. Ici, ça c'est les délimiteurs justement. Donc si vous avez un fichier CSV séparé par des points-virgules, vous devez mettre ici ce délimiteur en point-virgule. Et si vous avez mis des virgules, évidemment, il faut changer justement ici la valeur de cet argument. Alors pour le code char, c'est pareil, je vous laisse aller regarder sur la documentation, c'est pas forcément nécessaire de travailler, de s'attarder là-dessus. Ce qui m'intéresse davantage, c'est qu'une fois justement que j'ai ouvert ce fichier CSV, comment je vais pouvoir
me balader à l'intérieur. Donc row, ça veut dire quoi? C'est une ligne. Alors je gardais une notation anglaise, mais dans un certain nombre de cours on écrit for ligne in, enfin in fichier, enfin si vous l'appelez fichier, celui-ci, c'est pas un problème. Donc là je vais en fait lire mon fichier CSV ligne par ligne. Et donc ma table qui a priori en argument était vide, en fait je vais la remplir les ligne après ligne. Hein. Donc ici append, je rappelle, c'est une des méthodes les plus classiques justement pour rajouter des fichiers, des données pardon, à une liste. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'intérieur, row c'est déjà une liste. Si vous regardez, hein, c'est pour ça que dans les exemples du TP, on affichait justement cette valeur-là. Vous pouvez tester, n'hésitez pas à tester, à mettre des prints de row justement pour savoir quel est, on va dire, le format de sortie, hein, enfin quel est le format de cet objet. Donc voilà, ce que j'obtiens à la fin, en fait, c'est une liste de listes, donc ce qu'on appelle un tableau à double entrée, hein, donc j'ai un indice de ligne et un indice de colonne, si vous voulez, qu'on manipule, comme on a vu avec les listes, avec des crochets, d'accord? Donc ça, c'est la première chose à faire. Alors, deuxième exemple, ici, ce que je vous propose, c'est d'aller rechercher dans une table. Alors ici, je prends comme exemple, évidemment, cette donnée. Alors même chose, ça c'est la manière dont j'ai programmé, j'ai pas dit que c'était une manière unique, d'ailleurs il y a des choses qu'on pourrait séparer, mais bon. Mon objectif, problématique, donc je redescends un tout petit peu en dessous, problématique, hein, c'est la recherche dans une table consiste à obtenir des valeurs de certains descripteurs, donc on appelle des champs, avec éventuellement des critères les concernant. Donc ici je vais appliquer un critère. Donc notamment à l'intérieur de mon fichier, quels sont les départements dont la population est inférieure à 300 000 habitants. Donc d'un point de vue algorithmique de base, c'est pas compliqué, je vais parcourir tout mon tableau et dès que la population totale ici, hein, dans la colonne H, hein, sur mon tableur, est inférieur à 300 000, je vais recopier le nom de la commune. Alors attention, nombre de communes, blablabla, donc je ne l'ai pas ici exactement. À l'intérieur de... Voilà, donc ça n'affiche pas, etc. Mais bon, peu importe. Non, c'est le nom du département, pardon. Voilà pourquoi je raconte des bêtises. Hein. Donc le nom du département, voilà, c'est celle-ci, c'était pas le nom de la commune, c'est le nom du département. Donc chaque fois que j'ai une population totale inférieure à 300 000, ce que je dois rajouter dans mon résultat, alors quelle est la forme du résultat? A priori on va utiliser une liste justement, et donc je dois recopier en fait la valeur du département, c'est-à-dire la chaîne de caractères correspondant, c'est-à-dire le nom. Ok. Donc alors ce que j'ai fait, c'est que donc là évidemment j'ai nom du département, je dois savoir à quel endroit justement le nom du département dans les descripteurs, à quel indice justement j'ai le nom du département. Donc ici c'est 0, 1, 2, 3, mais peu importe, ce que je veux c'est que ce soit programmé de manière, on va dire, uniforme. Et je dois aussi savoir l'indice, à quel endroit justement j'ai ma population totale. Donc ici sur cet exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je crois, si je ne me suis pas trompé. Ok, donc alors comment faire? Donc j'ai écrit ça toujours pareil dans une fonction. Donc def recherche de table, même chose que je passe en argument ici, c'est justement ma table de données. Ok. Alors ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré donc les indices justement de mes descripteurs. Alors mes descripteurs dans ma table, ils sont où? Ils sont sur la première ligne. D'accord. Donc en termes de manipulation de liste, si je prends table de 0, ça correspond exactement à la première ligne de ma table, c'est-à-dire la liste de tous les descripteurs. Et donc, alors on a une méthode ici, c'est pareil, alors tout ça, ça se programme, on peut le programmer à la main, j'ai envie de dire, vous parcourez toutes les descripteurs et vous faites un test, si c'est égal à 7 chaînes de caractères, vous stockez la variable, et là, si c'est égal à 7 chaînes de caractères, vous stockez la variable.
Mais de manière générale, il existe toujours a priori des méthodes qui vous... Enfin, il y a déjà des gens qui ont programmé ce genre de choses. Et donc il y a une méthode qui s'appelle index qui me permet justement de récupérer le numéro, on va dire, l'indice de l'indice correspondant dans cet objet-là, correspondant à un nom du département. Ok ? Donc ici j'ai donc l'indice du nom du département, ici j'ai donc l'indice de la population totale. Ces deux valeurs, je les stocke en fait dans une, vous voyez c'est entre crochets, je les stocke dans une liste. Donc j'ai une liste de deux valeurs, ici je crois que si je me souviens bien c'était 4 pour la première valeur et 7. Même chose, si vous pouvez tester cette chose là, hein, avec votre fichier par exemple des albums de l'autre jour, et vous l'affichez, vous faites un petit print ici à cet endroit là pour savoir justement quelles sont ces valeurs. Alors ici j'ai donc le résultat, alors je pourrais l'appeler résultat, mais en général quand on fait de la base de données on appelle ça une requête, donc le fichier je l'ai appelé request pour requête en anglais. Pour l'instant c'est une liste vide, et en fait ce que je vais rajouter à l'intérieur, je vais donc parcourir toutes mes lignes. Si la population est inférieure à 300 000, et ben dans cette variable request, je vais rajouter justement la valeur du nom du département. Enfin, le nom du département tout simplement, c'est-à-dire la chaîne de caractères. Donc, même chose, je vais faire donc pour chaque ligne de ma table, qu'est-ce que je fais? Je teste. Est-ce que la valeur, alors, row c'est donc la ligne, donc la ligne c'est une liste pareil, et je vais donc rajouter à l'intérieur ici comme indice descripteur de 1, c'est-à-dire la deuxième valeur que j'ai ici, hein, dans mon exemple c'était 7. Donc si la septième case de ma ligne est inférieure ou égale à 300 000, donc je mis inférieur ou égal tout à l'heure, oui j'ai mis inférieur à 300 000, donc inférieur ou égal c'est bon. Et ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter justement dans ma liste request.append. Qu'est-ce que je rajoute? Attention, je ne rajoute pas la population, mais je rajoute le nom du département. Donc c'est row, crochet, indice descripteur de 0, c'est-à-dire la première valeur ici. Dans mon exemple, ici, ça c'est row de 3. Je parcours toute ma table, d'accord, et puis à la fin, dans Request, j'ai rajouté au fur et à mesure tous les départements justement correspondant à une population inférieure à 300 000. Ok. Alors attention, évidemment, si vous voulez tester cette chose-là, il faut récupérer le fichier comment ça s'appelle? Alors moi je l'ai récupéré celui-ci, mais vous voyez il faudrait que j'extrais à l'intérieur uniquement l'année 2019 correspondant à cette chose-là. Vous pouvez le faire avec 2020 par exemple. Et puis ensuite il faut aller récupérer, enlever un certain nombre de données pour avoir comment dire, un fichier CSV correspondant exactement à cette description-là. Donc moi dans mon code je me suis basé sur cette table-là. Ok, voilà. Deuxième chose, dernière remarque, et puis après j'arrêterai là-dessus aujourd'hui. Dans certains cas, il faudra vérifier également que dans le résultat de la recherche, il n'y a pas de doublon. Donc ici, ce n'est pas le cas, mais dans certaines recherches, on pourrait imaginer d'avoir deux fois le même résultat. Je vais prendre par exemple dans comment ça s'appelle, dans mes albums de tout à l'heure là. Voilà, c'était ici. Vous voyez, mettons que je fasse une recherche des éditeurs avec des années de parution inférieures à 1960. Voilà. Donc je vais parcourir cette partie-là. J'ai combien de valeurs qui sont inférieures à 1960? J'en ai 1, 2, 3. Voilà, et donc si j'écris les éditeurs correspondants, je vais avoir Casterman, je vais avoir le Lombard, et puis je vais rajouter une deuxième fois le Lombard. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un doublon. Donc l'objectif après, c'est justement d'éliminer ces doublons potentiels. Donc ça, on verra ça plus tard en TP, peut-être la semaine prochaine. Ok? Voilà, et ben ce sera tout pour le cours d'aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais couper la vidéo.